Bonjour à tous, dans ce chapitre nous allons aborder les acquisitions de titres. Tout d'abord nous allons faire un point sur les différents titres qu'une entreprise peut acheter, alors sans entrer trop dans le détail à ce stade, puisqu'on n'est que sur une formation de première année. Donc on va faire une distinction entre la classification juridique et la classification comptable. Ensuite on verra comment est-ce que les titres doivent être évalués lors de leur entrée dans le patrimoine. C'est un petit peu comme ce qu'on a fait sur les immobilisations, on se demandait combien on allait mettre en fait dans le journal. Là c'est exactement pareil, on va se demander pour combien on va les faire rentrer dans le journal, dans le patrimoine. Ensuite on verra les règles de comptabilisation des acquisitions, les règles de comptabilisation des revenus de titres, puisque les titres, une fois qu'on les a achetés, eh bien ils peuvent nous procurer des revenus, et on appliquera toutes ces règles sur différents exemples. Alors, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de titres. Qu'est-ce que vous connaissez comme titre qu'une entreprise pourrait être amenée à acheter, ou même que vous, particulier, pourriez être amené à acheter? Je pense que vous avez tous déjà entendu parler des actions. Donc, vous vous rappelez de ce que c'est un petit peu les actions ou pas? Je pense qu'on va faire un petit rappel quand même. Et à part les actions, quel autre titre est-ce que vous connaissez? Il y a aussi les obligations. Là aussi, je pense que vos connaissances sont peut-être un petit peu floues, donc on va prendre le temps de rappeler ce que c'est. Donc d'une manière générale, en fait, une entreprise, elle achète des titres pour faire des placements financiers. Peut-être qu'à un moment donné, elle a trop de trésorerie, et donc du coup, ça sert à rien qu'elle la laisse sur son compte en banque. Ou peut-être que d'une manière plus permanente, elle a beaucoup de trésorerie, et donc elle va essayer de faire des placements pour que ça lui procure une certaine rentabilité. L'achat de titres peut également être stratégique dans la mesure où quand on achète en fait des actions d'une autre entreprise, eh bien en fait on prend ce qu'on appelle des participations dans d'autres entreprises et ça peut nous permettre d'exercer un contrôle sur ces autres entreprises. Par exemple Renault et Nissan, Renault détient une participation dans le capital de Nissan et donc détient plus de 30% des actions Nissan, ce qui lui permet en fait d'avoir un certain contrôle sur l'entreprise Nissan. Commençons tout d'abord par les actions ou les parts sociales, puisque le principe au départ est le même. Concrètement, rappelez-vous, lorsqu'une entreprise se crée, il y a des associés qui se réunissent et qui font des apports. Donc des apports en nature ou des apports en numéraire, c'est-à-dire en argent. La somme des apports constitue ce qu'on appelle le capital de l'entreprise ou capital social au niveau juridique. Mais en contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent en fait un titre de propriété, un ou plusieurs titres de propriété qui s'appellent des parts sociales ou des actions. Alors dans les SARL, on appelle ça des parts sociales, sociétés à responsabilité limitée, et du coup les apporteurs de capitaux s'appellent des associés. Et dans les sociétés anonymes, on a la possibilité d'émettre des actions, et dans ce cas-là, les propriétaires peuvent s'appeler des actionnaires. On n'est pas obligé d'appeler ça action, on peut aussi appeler ça part sociale, puisqu'on n'a pas toujours une émission d'action. Mais ça, c'est un détail. Bon, concrètement, je fais un apport. Puisque je fais un apport, en fait, je suis propriétaire de l'entreprise. Donc, les actions, retenez bien, ou les parts sociales sont des titres de propriété et les associés sont les propriétaires de l'entreprise. À quoi est-ce que vous avez le droit lorsque vous êtes propriétaire d'une entreprise? Rappelez-vous, on en a parlé en début d'année. Puisque vous avez fait une prise de risque, en fait, parce que vous avez apporté de l'argent dans le capital de l'entreprise, eh bien, en retour, à la fin de l'année, si l'entreprise fait des bénéfices, eh bien vous aurez le droit à une partie de ce bénéfice. Les associés vont se réunir, vont décider de ce qu'ils gardent dans l'entreprise, qui va constituer l'autofinancement, qui va se mettre sous forme de réserve, et ils vont décider de la partie qui est redistribuée aux associés sous forme de dividendes. Donc plus l'entreprise fait de bénéfices, plus vous aurez de dividendes en tant que propriétaire. Mais surtout, en tant que propriétaire, vous avez le droit de participer à la gestion de l'entreprise. Vous avez un droit de vote aux assemblées générales et donc vous participez à la prise de décision qui va déterminer l'évolution de l'entreprise. Évidemment, si vous avez apporté plus de capital, vous avez plus de droits de vote. Donc si vous avez apporté 50% du capital social, vous avez 50% des droits de vote. 25% du capital, 25% des droits de vote. Donc plus vous avez fait d'apports, plus vous aurez un pouvoir important aux assemblées générales. On va donc pouvoir synthétiser ça dans le cours. Donc les actions, on dit que ce sont des titres négociables. Alors pourquoi négociables? Parce qu'en fait on va pouvoir les échanger, donc soit sur un marché, soit on va pouvoir les vendre, mais en tout cas ce sont des titres que l'on n'est pas obligé de garder à vie, vous pouvez les revendre à un moment donné. Donc ils sont émis par les sociétés de capitaux, comme les sociétés anonymes. Ils représentent, on l'a dit, la propriété d'une fraction du patrimoine, c'est-à-dire c'est une fraction du capital des sociétés qu'on appelle les sociétés de capitaux. Vous verrez un petit peu plus tard, dans le cadre du cours de droit des affaires, les différents statuts juridiques qui existent
et pourquoi est-ce qu'on appelle ça une société de capitaux. Donc les actions confèrent un droit de propriété, l'actionnaire est propriétaire de l'entreprise et elle procure aux actionnaires des dividendes qui constituent leurs revenus si l'entreprise fait des bénéfices, évidemment, puisque s'il n'y a pas de bénéfices, il n'y a pas de dividendes. Par ailleurs, elles permettent à leurs détenteurs de participer à la gestion de l'entreprise puisque les actions confèrent un droit de vote aux assemblées générales. Pour les parts sociales, ça va être exactement la même chose. Ça commence pareil, titres négociables, émis, mais la différence c'est que ce sont des titres qui sont émis par des sociétés de personnes ou mixtes, à savoir les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, les sociétés en non collectif. Mais le principe est le même, c'est une fraction du patrimoine, l'associé est propriétaire de l'entreprise, vous avez droit aux dividendes, vous avez un droit de vote aux assemblées générales. Ok ? C'est juste le nom qui diffère, mais l'essentiel c'est titre de propriété, droit aux dividendes, droit de vote aux assemblées générales. Maintenant, on passe à la deuxième catégorie de titres qui s'appelle les obligations. Alors, on va prendre un petit cas concret pour comprendre. Imaginons qu'on est dans une entreprise et que dans le cadre du développement de l'entreprise, eh bien, on a besoin d'1 million d'euros pour financer un futur projet d'investissement. Alors du coup, quand on a besoin d'argent puis qu'on est une entreprise, qu'est-ce qu'on fait ? On peut décider éventuellement de refaire un apport dans le capital de l'entreprise, hein, c'est possible, on dit qu'on fait alors une augmentation de capital, mais si les associés ne peuvent pas reparticiper, et surtout à hauteur d'1 million d'euros, on peut décider de se tourner vers la banque, mais faire un emprunt bancaire d'1 million d'euros, ça nécessite d'avoir de fortes garanties. Donc on peut se tourner vers le marché. Donc là, ici, on peut considérer qu'1 million d'euros, ça peut faire beaucoup pour une banque, surtout si on n'a pas de garantie particulière. Donc on va proposer d'émettre un emprunt obligataire sur le marché financier. En quoi ça consiste un emprunt obligataire ? En fait, la difficulté ici de faire un emprunt à une banque, c'est de dire à une seule et même personne, prêtez-moi 1 million d'euros. Ça fait beaucoup. Eh bien, au lieu de demander à une seule et même personne 1 million d'euros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper les 1 million d'euros dont on a besoin en titres qu'on appelle des obligations, et on va donc émettre sur le marché 10 000 obligations d'une valeur nominale de 100 euros. Quand je fais 10 000 fois 100, j'obtiens bien 1 million d'euros. Donc j'émets ces titres sur le marché et je demande qui veut acheter mes titres. Et il y a des gens comme vous et moi, ou des entreprises qui ont des disponibilités et qui disent bah oui, moi je vais acheter une obligation. Et donc les personnes se présentent, elles vont vous apporter de l'argent. En retour, donc vous récupérez l'argent en tant qu'entreprise, eux ils récupèrent l'obligation, qui est le titre qu'ils possèdent, mais en fait ils ne sont en rien propriétaires de votre entreprise comme les actions. Ils viennent simplement de vous prêter 100 euros. Donc puisqu'ils viennent de vous prêter de l'argent, ils ont le droit à deux choses. Ils ont le droit d'être remboursés, et puisqu'ils vous ont prêté, finalement ils vous ont rendu un service, eh bien vous allez les rembourser avec des intérêts. Donc les obligataires ici qui ont acheté les obligations sont ce qu'on appelle des créanciers. Les obligations d'ailleurs ce sont des titres de créance et ils permettent aux propriétaires, je me suis loupée. Ils permettent aux obligataires d'être remboursés avec des intérêts en plus. Mais ils n'ont pas du tout le droit de participer à la gestion de l'entreprise, ils n'ont pas du tout le droit d'avoir des bénéfices de l'entreprise. Juste des créanciers. On synthétise cela dans le cours, donc ce sont des titres représentatifs d'une créance, donc je vous ai d'abord défini les obligations, qui sont des titres qui confèrent un droit de créance à long terme, qui sont émis par des sociétés publiques ou privées. Ils sont le support d'un emprunt obligataire, qui est émis par une société qui a besoin de fonds, et elle procure aux obligataires des intérêts annuels qui constituent leurs revenus, c'est leur rémunération. Hein. Ces intérêts annuels, on peut les appeler également des coupons. Et donc ça, c'est des revenus qui vont de toute façon tomber, quel que soit le résultat de l'entreprise. Que l'entreprise ait fait des bénéfices ou pas, ils ont le droit d'être remboursés avec des intérêts. Et donc à l'échéance, c'est-à-dire à la fin de l'emprunt obligataire, eh bien l'emprunt va être remboursé à l'obligataire qui va récupérer le montant de ce qu'il avait prêté. Plus spécifiquement, on appelle des emprunts qui sont émis par l'État des bons du trésor. Donc qui sont des titres d'emprunt, mais la particularité c'est qu'ils sont émis par l'État et par l'intermédiaire du Trésor public, d'où leur appellation. On va pas en voir trop cette année, mais je tenais quand même à vous signaler que ça existe. Continuons maintenant avec la classification comptable. Donc vous avez compris, il existe deux types de titres, des actions, des obligations. Les actions, ça peut s'appeler aussi parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée. Mais le principe, c'est qu'il y a un titre de propriété d'un côté, un titre de créance de l'autre.
Ce qui compte lorsque vous allez vouloir enregistrer comptablement les titres que vous achetez, puisqu'en tant qu'entreprise, vous pouvez avoir envie de faire un placement, c'est l'intention que vous avez au moment de l'achat. Si l'intention que vous avez au moment où vous achetez les titres, c'est de conserver ces titres à long terme, alors vous allez les enregistrer dans un compte de la classe 2, parce que la classe 2, ce sont les éléments qui restent de façon durable dans l'entreprise. Et plus particulièrement, il y a des catégories dans la classe 2 qui nous intéressent, ce sont les comptes d'immobilisation financière, à savoir les comptes 26 et 27. Si l'intention que vous avez au moment de l'achat n'est pas de conserver ces titres à long terme, mais c'est simplement de faire un petit placement de trésorerie, parce que là, vous savez que pendant 3 mois, vous avez beaucoup d'argent sur votre compte en banque, et du coup, ça sert à rien de laisser dormir cet argent sur votre compte en banque, eh bien, vous pouvez ponctuellement acheter ce qu'on appelle des valeurs mobilières de placement. Je pense que vous vous rappelez des valeurs mobilières de placement, puisqu'on en a parlé lorsqu'on a établi le bilan. Ce sont des éléments que vous retrouvez dans l'actif circulant, et donc la particularité, c'est que ce sont des titres que vous achetez, et vous savez que dans 3 mois, vous aurez besoin finalement de l'argent que vous avez placé, donc vous allez les revendre dans l'espoir de les revendre un petit peu plus cher que ce que vous les avez achetés. Alors du coup, on va regarder plus spécifiquement les numéros de compte que l'on va utiliser lors de la comptabilisation. On va commencer par les immobilisations financières. Donc je vous le rappelle, ce sont des titres que l'on achète dans l'intention de les conserver durablement. C'est les deux premiers qui m'intéressent plus particulièrement. Lorsque vous achetez des titres et que vous voulez les conserver durablement, cela peut traduire le fait que vous avez envie d'exercer une certaine influence sur la société dont vous êtes en train d'acheter les titres. Donc bien évidemment, les titres de participation dont je suis en train de parler ne peuvent être que des actions, puisqu'il n'y a que lorsque j'achète les actions d'une autre entreprise que je suis en mesure d'exercer une influence, puisque en tant qu'actionnaire, j'ai des droits de vote et donc je vais pouvoir éventuellement contrôler la société émettrice. Donc si votre intention, c'est de garder les titres durablement et de détenir une influence sur la société qui émet les titres, alors on appelle ça des titres de participation. Et le contrôle que vous voulez exercer, il est présumé, ça veut dire qu'on considère que vous voulez exercer un contrôle dès lors que vous achetez plus de 10% des actions d'une société. Deuxième catégorie de titres, donc là ça concerne soit des actions, soit des obligations, ça s'appelle des titres immobilisés de l'activité de portefeuille. Si vous achetez des actions et des obligations, simplement dans l'objectif de garder ces titres à long terme, dans l'objectif d'avoir une rentabilité satisfaisante à longue échéance, mais sans intention d'intervenir dans la société qui émet les titres, alors on appelle ça des TIAP, titres immobilisés de l'activité de portefeuille. Que ce soit des actions ou que ce soit des obligations, l'idée c'est vraiment de faire du placement. Enfin, il y a une autre catégorie de titres qui s'appelle les titres immobilisés autres que les TIAP. Donc il y en a pour les actions et il y en a pour les obligations, 271 pour les actions et 272 pour les obligations. Donc ce sont des titres dont la détention n'est pas jugée utile à l'activité de l'entreprise, mais pour lesquels l'entreprise s'est engagée en fait à les garder. Donc elle ne peut pas envisager de les vendre à court terme. La cession à court terme, c'est de les vendre à court terme. Ça va être l'exemple de titres qui sont émis en nantissement pour garantir un emprunt. Alors c'est quoi ces titres émis en nantissement pour garantir un emprunt? Lorsqu'une entreprise elle fait un emprunt, en fait la banque elle a besoin de garantie, la garantie que vous allez rembourser. Eh bien l'entreprise peut acheter des titres et elle va garantir à la banque de conserver ces titres tant qu'elle n'a pas remboursé l'emprunt. Et si elle peut rembourser l'emprunt, il n'y a aucun problème, elle pourra finalement se séparer de ces titres. Mais si elle ne peut pas rembourser l'emprunt, alors la banque pourra saisir les titres pour ensuite récupérer ce qu'on lui doit. Alors franchement, je les ai mis en gris ici parce que c'est pas ceux qu'on va utiliser le plus possible, le plus souvent. Retenez plutôt les titres de participation, donc qui sont des actions, et les titres immobilisés de l'activité de portefeuille qui sont soit des actions, soit des obligations. On continue avec les titres qui sont inscrits, eux, en valeurs mobilières de placement. Donc les valeurs mobilières de placement, ce sont des titres que vous achetez avec l'intention de les revendre assez rapidement. Donc votre objectif, c'est de les conserver à court terme. Deux possibilités essentiellement, soit vous achetez des actions, soit vous achetez des obligations. Si vous achetez des actions, on les met dans le compte 503 VMP actions. Donc l'idée, c'est des actions ou des parts sociales que vous achetez pour placer un excédent temporaire de trésorerie, parce que vous avez trop d'argent sur votre compte en banque, et donc vous voulez faire un placement dans l'espoir que ça vous procure, pourquoi pas, une plus-value. Pourquoi une plus-value? C'est quoi une plus-value?
Une plus-value, c'est quand vous avez acheté une action, par exemple 100 euros, et le cours de cette action, il évolue sur le marché, et puis il augmente. Et au moment où vous la revendez, eh ben, le cours, il est à 110 euros. Donc vous avez acheté 100, quelque chose que vous allez revendre 110. Du coup, vous faites ce qu'on appelle une plus-value, puisque vous récupérez plus que ce que vous avez acheté. Si vous achetez des obligations, alors vous les mettez dans le compte 506 VMP obligations. Donc même principe, c'est pour placer un excédent de trésorerie. Et si ce sont d'autres valeurs mobilières de placement, vous mettez ça dans le compte 508, c'est le cas de titres d'OPCVM, donc les OPCVM, c'est les organismes de placement en valeur mobilière. On verra pas trop ça cette année, c'est vraiment pour ceux qui vont continuer un petit peu en comptabilité que vous verrez le détail des titres. Alors, quelles sont les règles maintenant d'évaluation des titres lors de leur entrée dans le patrimoine? Autrement dit, on sait que on va acheter des titres, donc vous imaginez l'écriture comptable, puisqu'on achète les titres, ils vont rentrer, mais l'idée c'est de savoir à combien on va les faire rentrer dans le patrimoine. Eh bien, on va les faire rentrer à ce qu'on appelle leur coût d'acquisition. Attention, c'est pas le même coût d'acquisition que pour les immobilisations. Coût d'acquisition, il est très simple ici. Vous allez prendre le prix d'achat du titre que vous achetez, multiplié par la quantité achetée. Si vous avez acheté 10 titres à 50 euros, faites 10 fois 50, vous avez donc un coût d'acquisition de 500 euros. C'est simple. Deuxième élément, vous avez parfois des frais d'acquisition. Ces frais d'acquisition sont liés au fait que quand vous achetez des titres, eh bien souvent vous passez par un intermédiaire. En l'occurrence, soit des courtiers, soit les banques qui vont vous servir d'intermédiaires financiers. Eh bien, ces banques ou ces courtiers vont prendre souvent des commissions, donc en l'occurrence c'est ce qu'on verra le plus souvent, des commissions bancaires. Ces commissions bancaires, on a le choix soit de les activer, soit de ne pas les activer. Ça vous rappelle quelque chose, l'activation? Alors quand vous activez les commissions, ça veut dire que vous allez les enregistrer avec les titres. Et de ce fait, comme les titres sont à l'actif, la commission va également être à l'actif. Mais le plus souvent, on choisit de les inscrire en charge, déjà parce que la charge va se voir directement, va permettre de diminuer directement le résultat, et puis comme ça on voit mieux la valeur d'acquisition des titres s'il n'y a que ça dans le compte de titres. Donc le plus souvent on les mettra en charge, je vais vous expliquer sur la prochaine diapo quel numéro de compte on utilise. Sachez qu'il n'y a jamais de TVA sur le prix d'achat des titres, ne me mettez pas ça. Par contre, il peut y avoir de la TVA sur les commissions, c'est le plus souvent le cas, les commissions bancaires sont soumises à TVA. Alors quels sont les comptes que l'on utilise? Les comptes de titres, vous avez vu, on a vu soit des comptes de la classe 2, soit des comptes de la classe 5. Eh bien dans l'écriture comptable, vu que vous achetez les titres, le compte de titre sera systématiquement débité pour son coût d'acquisition. Ça, c'est pas compliqué. Deuxième règle, si vous avez des commissions bancaires, ces commissions bancaires vous appauvrissent, donc vous allez les enregistrer dans le compte 627 ou avec plus de détails, 627.1, frais sur titre. Puisque c'est une charge, ça se met également au débit. Qu'est-ce qui suit les charges ici? Qu'est-ce qui suit les frais? Puisqu'il y a des commissions hors taxes et qu'il y a de la TVA sur les commissions, eh bien, il va y avoir des comptes de TVA. Donc là, on fera attention. Si les commissions ont été enregistrées en charge, alors la TVA sur la commission sera enregistrée dans le compte 44 566. Mais si la commission a été enregistrée dans les comptes de titres, eh bien, il se peut qu'on mette de la TVA dans le compte 44 562 s'il s'agit d'immobilisation financière. On fera un petit exemple là-dessus après pour que vous compreniez mieux. Enfin, il reste à payer. Donc soit vous payez directement parce que vous vous êtes fait prélever. Et dans ce cas-là, on dit que vous recevez un avis de débit. Pourquoi vous recevez un avis de débit? Parce que la banque vous informe que votre compte a été débité. Mais pas dans votre comptabilité. Parce que dans votre comptabilité, vous allez créditer votre compte banque. Mais la comptabilité de l'entreprise et votre relevé de compte, vous savez, sont inversés. Donc c'est pour ça que vous recevez un avis de débit. Si par contre l'acquisition ne donne pas lieu à un paiement immédiat, eh bien vous allez enregistrer votre dette soit dans le compte 404 fournisseur d'immobilisation si vous avez acheté des titres immobilisés, soit dans le compte 464, ça c'est un compte que l'on n'a jamais vu, donc regardez où il est dans votre plan de compte, dette sur acquisition de valeurs mobilières de placement s'il s'agit de VMP. Donc vous avez ici deux schémas d'écriture. Le premier pour les achats d'immobilisation. Donc vous voyez ici que je vous ai mis tous les comptes dans lesquels on pouvait éventuellement enregistrer une acquisition d'immobilisation financière. Avec le compte de frais sur titre qui suit, la TVA qui suit qui est à calculer uniquement sur les frais. Attention, là, ici, ça ne se calcule que sur ce montant-là. Et le compte de fournisseur d'immobilisation au crédit.
Si vous achetez des VMP, le principe est le même. 503 ou 506 pour le compte qui est à débiter. Les frais, la TVA. Par contre, le nouveau compte ici qu'on n'avait encore jamais vu, c'est le compte 464 qui s'appelle spécifiquement dette sur acquisition de valeurs mobilières de placement. Bien évidemment, pour chaque écriture, vous vérifiez que débit est égal à crédit. Ensuite, dernier élément de comptabilisation, c'est le cas où, non pas vous achetez les titres, mais le cas où vous allez recevoir des revenus de vos titres. Tout à l'heure, j'en ai parlé, quand j'ai parlé des actions et des obligations. Si vous détenez des actions ou des parts sociales, eh bien, vous pouvez être amené à recevoir des revenus, puisque en tant que propriétaire de l'entreprise, vous allez pouvoir recevoir des dividendes. Eh bien, ces dividendes constituent pour vous des produits financiers. Ces produits financiers vont apparaître au crédit de compte de la classe 7, plus exactement des subdivisions du compte 76, puisque les comptes 76 sont tous des comptes de produits financiers, que vous allez inscrire au crédit en contrepartie du débit de votre compte en banque, puisque vous êtes en train de recevoir des revenus. Pour savoir quel compte de la classe 76 utiliser, en fait, vous regardez quel compte vous avez acheté. Si vous avez acheté des titres de participation, donc des actions que vous achetez dans l'intention de participer à la gestion d'une autre société, alors votre revenu, votre dividende sera enregistré au crédit du compte 761. Si vous avez enregistré vos titres à l'achat lors d'un de ces trois comptes, alors vous enregistrerez vos revenus dans le compte 762. Et si vous avez enregistré vos titres à l'achat dans les comptes de VMP, eh bien, vous devrez enregistrer les revenus correspondants au crédit du compte 764. Évidemment, on va faire une application juste après pour que vous compreniez bien l'enregistrement. Et bien justement, l'application, la voilà. Donc le 13 mars de l'année N, la société Lambert achète 750 actions Publicis. On vous précise que le capital de la société Publicis est composé de 5000 actions au prix unitaire de 30 €. Les frais d'achat s'élèvent à 50 € hors taxe. Elle a acheté également 50 obligations Marois au prix unitaire de 15 €. L'entreprise envisage de les garder durablement. Il y a des frais d'achat pour 30 € et elle a acheté également 10 actions de Société Générale à 12 € l'unité. C'est un placement spéculatif à court terme. Les frais d'achat s'élèvent à 10 €. C'est un règlement par prélèvement bancaire et c'est l'avis de débit numéro 76 qui vous est envoyé. Commençons déjà par un truc super important, c'est la date d'enregistrement. Pourquoi la date est très importante? C'est juste parce que le 13 mars, c'est mon anniversaire. Bon, passons sur la date. Là, je sens que je vous ai tenu en haleine, mais vous êtes tous en train de marquer dans votre agenda l'anniversaire de Madame Zamboto, c'est le 13 mars. Vous l'avez noté, hein? Non, parce que comme Priscilla demande des cadeaux pour le jour de son anniversaire, je me suis dit que moi aussi j'allais demander. J'en demande déjà pour Noël, donc pourquoi pas en demander le jour de mon anniversaire. N'hésitez pas, je peux vous refaire une liste s'il y a besoin. Bon, plus sérieusement, on va analyser ici, j'ai pris le pointeur laser, je vais plutôt prendre le stylet. On va analyser ici les actions qui ont été achetées et puis les enregistrer au fur et à mesure dans le journal. Ici, vous avez acheté 750 actions Publicis au prix unitaire de 30 €. Alors, il y a un truc déjà qu'on peut déterminer très facilement, c'est le coût d'acquisition de ces actions. Le coût d'acquisition de ces actions, c'est simplement le nombre d'actions qu'on a achetées multiplié par le prix unitaire d'une action, à savoir 750 x 30. On vous précise que ces actions, on ne précise pas grand-chose, mais on vous dit que le capital de Publicis est composé de 5000 actions. Et vous en avez acheté 750. Eh bien, regardez un petit peu, quand vous faites 750 divisé par 5000, quand vous prenez la proportion des actions que vous avez achetées, vous vous rendez compte que vous venez d'acheter une proportion d'actions qui est supérieure à 10%. Vous avez donc plus de 10%, on dit que vous avez fait une participation dans le capital de cette entreprise. Vous allez donc enregistrer ces actions Publicis dans le compte. Alors cherchez dans votre plan de compte ou dans votre cours, c'est quel compte qui convient? Eh bien c'est le compte 261, titre de participation. Vous voyez que j'ai mis le détail ici du calcul qui me permet d'obtenir le coût d'acquisition. Ensuite on continue avec des obligations. Et on vous dit que l'entreprise a acheté 50 obligations à 15 €, donc on fait 50 x 15 pour trouver le coût d'acquisition. Et on vous dit que l'entreprise envisage de les garder durablement. Puisqu'elle envisage de les garder durablement, on va forcément les mettre dans la classe numéro 2. Intention de conserver à long terme.
Et à l'intérieur de la classe 2, regardez les numéros de compte que vous avez, eh bien vous allez choisir de les enregistrer dans les TIAP. TIAP, ça veut dire titre immobilisé de l'activité de portefeuille. De toute façon, vous n'avez pas le choix puisque les catégories 271 et 272, ce sont des titres autres que l'activité de portefeuille. Donc on va les mettre ici dans le compte 273 pour 750 €. On continue avec les actions de la Société Générale. Donc on a 10 actions à 12 € l'une, donc 10 x 12, ça nous fait 120. Et c'est un placement spéculatif à court terme. Alors peut-être que vous avez du mal avec le terme spéculatif. Spéculer, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand on spécule, ça veut dire qu'on imagine que l'action va monter. Donc on spécule à la hausse, ça veut dire que on fait un placement avec l'espoir que l'action va prendre de la valeur et qu'on pourra la revendre à très court terme en faisant une plus-value. Donc on n'a pas l'intention de la garder durablement, donc forcément elle va être enregistrée dans un compte de valeur mobilière de placement. Et puisqu'il s'agit ici d'une action et pas d'une obligation, on va utiliser le compte 503. Ça nous donne 120 €. Il nous reste à enregistrer les frais d'achat. Les frais d'achat, vous voyez, il y en a ici, il y en a sur les obligations et il y en a sur les actions. Eh bien, on a dit qu'il s'agissait ici de commissions bancaires. On va les enregistrer dans un compte de frais bancaires ou dans un compte de frais sur titre si on met un petit peu plus de détails. Donc ici, je les ai tous additionnés et je les ai mis pour 90 € dans le compte de frais sur titre. À chaque fois, ces frais, ici, c'est marqué qu'ils sont hors taxe. Alors que si vous avez vu tout à l'heure, regardez, c'était pas marqué hors taxe, parce que sur les actions, il n'y a pas de TVA. Par contre, sur les frais, il y a de la TVA. Eh bien, on va calculer la TVA sur ces 90 €. On va faire 90 € multiplié par 20%. 2 x 9, ça fait 18. Et donc, ça nous donne 18 € dans le compte 44 566. En ce qui concerne le règlement, eh bien, il y a ici un avis de débit qui nous est envoyé, ce qui veut dire que notre compte en banque est directement prélevé. Et donc, je vais créditer mon compte en banque. Je vous ai dit, lorsque je reçois un avis de débit, ça veut dire que dans ma comptabilité, cela va se traduire par un crédit. Donc, dans le cas présent, j'ai pris le cas le plus simple, à savoir le cas où l'entreprise n'opte pas pour l'activation des frais. Ça veut dire que tous mes frais ici ont été regroupés dans le compte de charge ici et n'apparaissent pas dans les comptes d'actifs qui sont ici. C'est ce que je vais faire dans la deuxième hypothèse. Au lieu de mettre mes frais sur titre dans le compte 627.1, je vais les enlever et chaque frais va être rattaché à chaque fois au titre qui lui correspond, qui leur correspond. C'est pas très bien accordé ce que j'ai dit là. C'est pas grave, j'ai pas envie de réenregistrer. Donc voilà le principe quand je vais activer les frais. Donc chacun des frais va être rattaché au titre qui les concerne. Donc on recommence l'écriture. Donc on va réenregistrer nos 750 actions à 30 €, mais cette fois-ci on va rattacher les frais hors taxe au compte 261. Ça va donc nous donner 750 x 30 plus les 50. On fait la même chose pour les obligations et les actions. À chaque fois on rattache les frais, donc là je rattache 30 € de frais ici, 10 € de frais ici. Maintenant, on va arriver, du coup, on n'a plus de compte 627.1 à mettre dans notre écriture, puisque tous les frais, ils ont déjà été enregistrés. Mais on a un problème, c'est que ces frais, ils sont hors taxe. Donc, il convient de calculer la TVA sur ces frais. Tout à l'heure, on ne s'est pas posé de question, puisque les frais étaient dans le compte 627.1, on a mis la TVA sur les frais dans le compte 44 566. Mais là, j'ai une partie de mes frais, si vous regardez bien, qui sont enregistrés à l'intérieur de compte de la classe 2. En l'occurrence, 50 € et 30 €. De ce fait, la TVA sur ces 80 € doit être enregistrée dans le compte 44 562. Par contre, la TVA sur les frais qui sont ici enregistrés dans le compte 503 va rester dans le compte 44 566. Ce qui donne ici 50 plus 30 €, c'est-à-dire les frais qui ont été enregistrés dans les comptes de la classe 2, je les soumets à TVA pour 20%. Et donc, au lieu d'avoir un seul compte de TVA dans lequel je mets 18 €, eh bien, j'ai 16 € dans le compte de TVA déductible sur IMO et 2 € dans le compte de TVA déductible sur autres biens et services. Il ne me reste plus qu'à enregistrer le prélèvement bancaire, mais ça, c'est la même chose que tout à l'heure, à savoir 23 478. T'es bon? Elle est costaud, celle-là, hein? Bon, je vous mettrai pas trop d'activation de frais, mais c'est juste pour que vous compreniez ce que ça veut dire.
Activer les frais, hein, retenez bien, ça veut dire qu'en fait, les frais de ce fait se retrouvent dans un compte, soit ici de la classe 2, soit de la classe 5. Or, comme les comptes de la classe 2 et de la classe 5, eh bien, ils apparaissent à l'actif du bilan, eh bien, de ce fait, on dit que les frais sont activés, car eux-mêmes vont apparaître à l'actif du bilan. Dernière application, le 31 décembre de l'année N, l'entreprise perçoit des dividendes par virement bancaire. C'est un avis de crédit numéro 90. Donc l'avis de crédit que vous recevez signifie que sur votre relevé de compte apparaît un crédit, mais comme dans votre comptabilité, votre compte en banque est inversé par rapport à votre relevé de compte, cela veut dire que votre compte en banque ici va être débité. C'est assez logique, hein, parce que c'est marqué « je perçois des dividendes », donc forcément je vais recevoir des dividendes. Donc je vais débiter mon compte banque, alors de quel montant? Eh bien, il va falloir que je détermine ici le montant des dividendes que je reçois pour la société Publicis, donc c'est marqué 6,50 € par action. Et les actions Publicis, j'en avais combien? Eh bien, j'en avais 750. Donc je fais 6,50 fois 750. Voilà, ça va me donner le montant du dividende. Et ce montant de dividende, puisqu'il concerne des titres qui ont été enregistrés à l'origine dans le compte 261, eh bien, je vais enregistrer les revenus dans le compte 761. Au crédit du compte 761. Pour les titres de la Société Générale, donc j'ai des titres ici qui me procurent 2,50 € par action. Mais combien est-ce que j'avais de titres de la Société Générale? J'en avais 10. Donc ça me donne ici un montant de dividende que je peux calculer tête qui doit faire 25 €. Parce que l'autre, j'ai un petit peu la flemme de calculer, donc je vais vous laisser faire. À l'origine, ces titres ont été enregistrés dans le compte 503, valeur mobilière de placement action. Donc je regarde dans mon petit tableau, dans mon cours, qui est à la page 30. Et page 30, vous voyez que les revenus associés aux valeurs mobilières de placement doivent être enregistrés au crédit du compte 764. Une fois qu'on a interprété correctement notre contexte, on peut faire notre écriture. Donc, on a dit d'abord les produits de participation pour 4875. Ensuite, nos revenus de valeur mobilière de placement pour 25. Et pour trouver ce qu'il y a au débit, eh bien, vous vous contentez d'additionner ce qu'il y a au crédit. En l'occurrence, ici, cela vous donne 4900 €. Eh ben oui, on a déjà fini. Du coup, pour mettre tout ça en application, je vous invite à faire le TD8. Il y a un seul exercice à faire. Pour bien avoir en tête en fait les comptes de titres dans lesquels vous devez enregistrer, je vous invite à télécharger la fiche sur le NT. Fiche qui ressemble à ça au niveau de l'acquisition. Vous voyez, à chaque fois, j'ai fait une distinction entre les actions ou parts sociales en bleu et les obligations en rose, orange. Je sais pas trop ce que j'ai mis comme couleur. Et donc, du coup, ça vous permet de trouver assez rapidement dans quel compte vous enregistrez. Et surtout de vous poser les questions, les bonnes questions quand vous achetez. En fait, vous vous demandez à chaque fois, est-ce que vous voulez garder à long terme ou est-ce que vous voulez simplement placer des excédents de trésorerie? Si vous voulez garder à long terme, c'est forcément classe 2. Et là, vous vous demandez, est-ce que c'est juste pour obtenir une certaine rentabilité? Est-ce que c'est pour exercer un contrôle? Et du coup, vous allez trouver très rapidement le compte dans lequel enregistrer vos titres. C'est vraiment ça le cœur du cours. Et puis, bien sûr, apprenez les différences entre les actions et les obligations. Voilà, c'est terminé. On se retrouve très rapidement pour le cours sur les charges de personnel, le chapitre 9. Et puis bien sûr, on se retrouve vendredi. J'ai hâte de vous retrouver vendredi pour le contrôle de fiscalité. Et puis, qui sait, pour d'autres surprises, on ne sait jamais. Des fois que ma liste au Père Noël produise quelques effets. Qui sait, mais je ne sais pas si je peux faire confiance à la promotion de cette année. Je ne suis pas sûre. On verra bien vendredi. Bon, allez, bon courage à tous, tenez bon, c'est bientôt les vacances, donnez tout ce que vous pouvez sur les derniers jours, ça va le faire.